Now, with a summer vacation warning, but is this really a warning? Did you need to be told that this is not a good idea? It happened Monday in Yellowstone National Park. Dozens of people are injured by wild animals every year. Despite the warnings to keep your distance, people are getting up close and personal with these animals. Yellowstone est situé au point de rencontre des Grandes Plaines, du Grand Bassin et du plateau Columbia. Pendant plus de 10 000 ans avant la désignation de Yellowstone comme parc, les Amérindiens vivaient, chassaient, pêchaient, cueillaient des plantes, extraient de l'obsidienne et utilisaient l'eau thermale à des fins religieuses et médicinales. Les premières personnes qui ont vécu à Yellowstone au cours de l'histoire ont été les premiers conservateurs de la terre, la protégeant pour ses ressources précieuses et son importance culturelle. Aujourd'hui, Yellowstone est l'un des plus gros écosystèmes de zones tempérées presque intactes au monde, préservant plus de 10 000 caractéristiques hydrothermales, plus que le reste du monde réuni. Cependant, ce trésor national est aussi l'endroit où des scientifiques ont fait des découvertes terrifiantes qui ont le potentiel de tout remodeler. Restez à l'écoute car nous vous présentons ces découvertes étonnantes. Au début du 19e siècle, les trappeurs euro-américains rentraient chez eux après des voyages dans l'ouest et parlaient d'un endroit où la terre sifflait et bouillonnait, où des sources chaudes multicolores et des geysers jaillissants parsemaient le paysage. Jusqu'à ce que des expéditions officielles vers ce qui est aujourd'hui le parc national de Yellowstone commencent en 1869, ces rapports étaient largement considérés comme des illusions ou des histoires à dormir debout. Ces premières expéditions ont permis de découvrir des caractéristiques hydrothermales, des chutes d'eau massives, des canyons et des troupeaux d'animaux sauvages, ce qui a suscité l'intérêt des politiciens américains basés à Washington. C'est ainsi que Yellowstone a été désigné comme le premier parc national du monde par une loi du Congrès, signée par le président Ulysses S. Grant le 1er mars 1872. Les œuvres d'art de Thomas Moran et les photographies de William H. Jackson auraient contribué à persuader le Congrès que le paysage de Yellowstone méritait d'être protégé. Ceux qui plaidaient pour que Yellowstone soit placé sous la protection officielle du Congrès pensaient que cela pouvait se faire sans frais pour le gouvernement. Lorsque le premier directeur non rémunéré vit les conséquences de l'absence de fonds pour protéger la faune et les autres ressources du parc, il refuta rapidement ce concept. Braconniers, vandales et squatteurs rôdaient dans le parc nouvellement créé. Le Congrès alloua des fonds pour la protection en 1878, mais les efforts pour protéger le parc furent largement vains jusqu'à ce que l'armée américaine prenne le commandement en 1886. Les limites du Yellowstone que nous connaissons aujourd'hui sont différentes des limites droites et rectangulaires qui existaient lors de la création du parc. Le président Hoover a signé une loi en 1929 pour modifier les frontières afin de mieux se conformer aux caractéristiques naturelles de la terre et de l'eau. 3 ans plus tard, Hoover publia un décret qui ajouta environ 7000 acres au-dessus de la limite nord originale, près de Gardiner, dans le Montana, afin de fournir une aire d'hivernage aux ongulés. Yellowstone s'étend désormais sur 8987 km², 3472 miles carrés, soit à peu près la taille de Porto Rico. La majeure partie du parc est située dans le coin supérieur gauche du Wyoming, mais il s'étend également dans l'Idaho et le Montana. Yellowstone a été nommé par les Amérindiens en raison du grès jaune qui se trouve le long de la rivière Yellowstone. Les gens pensent généralement que Yellowstone doit son nom aux couleurs jaunes vives du Grand Canyon de Yellowstone. Cependant, le nom du parc provient du grès que l'on trouve le long de la rivière Yellowstone dans l'est du Montana, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres en aval et au nord-est du parc. Il n'y a rien d'autre sur Terre que Yellowstone et il y a quelque chose qui passionnera tout le monde. Des jeunes enfants aux grands-parents, qu'ils soient intéressés par les sources chaudes colorées, les marmites de boue ou les chutes d'eau majestueuses. Yellowstone doit être vu pour être cru. Et les visiteurs de tous âges trouveront de quoi s'enthousiasmer. Le parc national de Yellowstone est situé au sommet d'un supervolcan dormant capable d'entrer en éruption avec une magnitude de 8. Dans certaines zones du parc, la distance entre le magma ou la roche en fusion et la surface n'est que de 5 km. Le parc compte également le plus grand nombre de geysers et de sources chaudes de tous les endroits de la planète. Ce parc national, vraiment unique, a de nombreuses merveilles à offrir, notamment le Grand Canyon de Yellowstone et des animaux sauvages tels que le plus grand troupeau de bisons d'Amérique, des grizzlies et des loups. Le parc national de Yellowstone contient environ 50% des caractéristiques hydrothermales du monde, créant un effet qui semble être en feu. Old Faithful, le plus célèbre des geysers, est l'une des merveilles naturelles les plus populaires et les plus reconnues des États-Unis. Bien que Yellowstone soit un spectacle à ne pas manquer, le parc national comporte certains aspects terrifiants.
Les sources chaudes de Yellowstone sont magnifiques à regarder et même à photographier. Mais que se passe-t-il lorsqu'un visiteur tombe dans l'une d'elles? Commençons par établir que se baigner dans l'une des sources chaudes est une très mauvaise idée. Cette caldeira volcanique se trouve au sommet de l'un des plus grands corps magmatiques du monde, qui est alimenté par un panache ascendant de matière surchauffée. En raison de la plomberie souterraine dynamique et violente, les masses d'eau à la surface, y compris les nombreux geysers et sources, sont très acides, extrêmement chaudes et mortelles pour la vie animale. En 2016, un malheureux a décidé de ne pas tenir compte des nombreux avertissements affichés dans le parc et de tremper son doigt dans l'une des nombreuses sources chaudes de Yellowstone. Une mauvaise décision. Non seulement il s'est noyé, mais il s'est également désintégré dans les 24 heures. Si nous pouvons vous assurer que c'était une mauvaise décision, qu'est-il arrivé à son corps lorsqu'il est tombé dans l'eau? La première chose qu'il a remarqué, c'est que son corps avait l'impression de baigner dans une eau d'environ 93 degrés Celsius, 193 degrés Fahrenheit. Il avait mal comme jamais auparavant, mais seulement tant que son système nerveux pouvait enregistrer la douleur, ce qui, heureusement ou malheureusement, ne dépassait pas une minute environ. La peau du visiteur tardif, l'épiderme, se décompose rapidement et se désintègre à cette température. Ces vaisseaux sanguins à l'intérieur de son derme se sont rompus peu après, entraînant une perte de sang rapide. Au lieu de se désagréger, certaines couches cutanées sous-jacentes ont perdu toute leur eau et sont devenues coriaces et noircies. Sa graisse sous-cutanée sous-jacente s'est également rapidement détachée. Tout cela s'est produit en moins d'une minute et est connu comme une brûlure d'épaisseur totale. Son système nerveux est entré en état de choc et a subi des dommages irréversibles. À ce stade, ses organes ont commencé à défaillir, malgré le fait que le stress thermique extrême en avait déjà arrêté certains. L'acidité de l'eau prend alors complètement le dessus et la mort survient en 2 à 3 minutes. Certaines sources chaudes ont des eaux légèrement alcalines, mais beaucoup, y compris celle dans laquelle le visiteur est tombé au Norris Geyser Basin, sont extrêmement acides avec des valeurs de pH d'environ 2. Plus la valeur est basse, plus l'eau est acide. Même le squelette n'est pas de taille à supporter des niveaux d'acidité aussi élevés et des températures aussi élevées. En quelques heures, le visiteur s'était évanoui, dissous dans le néant. La prochaine découverte au parc national de Yellowstone est littéralement hors du commun. Les chercheurs pensent qu'une étrange espèce de micro-organisme découverte à l'intérieur de roches, dans un climat géothermique hostile et dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, pourrait révéler de nouveaux indices passionnants sur la vie ancienne sur Terre et contribuer à la recherche de signes de vie sur Mars. Jeffrey Walker, John Spear et Norman Pace de l'Université de Colorado Boulder, CU Boulder, ont publié leurs conclusions dans une étude financée par la division de la biologie environnementale de la National Science Foundation et la NASA. Selon l'équipe de l'étude de CU Boulder, les micro-organismes ont été trouvés dans les pores de roches dans un environnement très acide avec des quantités élevées de métaux et de silicates à environ 95 degrés Fahrenheit dans le bassin du geyser Norris de Yellowstone. La nouvelle démontre que les communautés microbiennes sont sujettes à la fossilisation et ont le potentiel d'être préservées dans les archives géologiques. Les scientifiques pensent que des milieux géothermiques similaires ont existé sur Mars, où les astrobiologistes ont récemment intensifié leur quête de formes de vie passées et actuelles. Il s'agit de la première description de ces communautés microbiennes qui pourrait être un bon indicateur de la vie antérieure sur Mars en raison de leur capacité à préserver les fossiles. En raison de l'abondance de ce type de vie microbienne à Yellowstone, les roches martiennes liées à d'anciens systèmes hydrothermaux pourraient être le meilleur moyen de découvrir des signes de vie passés sur Mars. Le bassin du geyser de Norris, situé à une trentaine de kilomètres au nord du lac Yellowstone, est considéré comme le bassin le plus chaud et le plus actif de Yellowstone, voire du monde entier. Les chercheurs ont découvert que les pores des roches où résident ces organismes avaient un pH de 1, ce qui est suffisamment acide pour dissoudre des ongles. C'est un autre exemple de la façon dont la vie peut prospérer dans un environnement que la plupart des humains considèrent comme hostile. Savez-vous que, malgré sa taille, l'environnement du parc de Yellowstone se réduit? Qu'est-ce que cela implique pour ce parc national tant apprécié? Les limites de Yellowstone n'ont pas beaucoup changé, malgré les révisions mineures du président Herbert Hoover. Ce qui change vraiment, c'est la quantité d'habitat naturel sauvage accessible dans l'ensemble de l'écosystème de Yellowstone, qui fait 10 fois la taille du parc lui-même. Elle a diminué à une vitesse alarmante, posant un dilemme aux diverses créatures qui traversent régulièrement les frontières du parc. Selon les recherches publiées par les écologistes Andrew Hansen et Linda Phillips de l'Université d'État du Montana, la population humaine de l'écosystème a doublé et la densité de construction a triplé depuis 1970.
Ces deux phénomènes devraient encore quadrupler d'ici 2050, ce qui entraînera des problèmes environnementaux encore plus importants. Il est regrettable que le développement humain englobe désormais environ 31% de l'environnement du Grand Yellowstone. Comme l'a décrit Hansen, les habitations rurales bordent le parc de tous côtés. Regarder une carte de toutes les résidences qui entourent aujourd'hui le parc est assez étonnant pour moi. Et les changements dans ces terres privées autour du parc ont un impact significatif sur ce qui se passe dans le parc. De nombreux animaux, comme le wapiti, le bison et le pronghorn, passent l'été dans le parc mais migrent vers le sud en hiver, où ils se retrouvent de plus en plus souvent sur des propriétés privées établies où ils ne sont pas nécessairement les bienvenus et sont souvent abattus. D'autres animaux de l'ère de répartition, tels que les grizzlies, sont confrontés à des problèmes liés à l'interaction avec l'homme. Leur population décline lorsqu'ils sont tués sur les routes, par exemple. Les routes sont particulièrement problématiques car elles sont nuisibles et empêchent les animaux de se déplacer d'une section à l'autre de l'écosystème pour survivre. Yellowstone doit également faire face à la poussée d'espèces exotiques à ses frontières, telles que des arbres et des plantes indésirables propagées par le pâturage des chevaux et des animaux. Récemment, des espèces non indigènes telles que l'achigan à petite bouche, qui représente un danger majeur pour les célèbres populations de truites du parc, ont été capturées juste au-delà des limites du parc. Cela pose un problème car l'achigan à petite bouche est une espèce invasive. L'énorme nombre de visiteurs de Yellowstone a également un impact. Plus de 4 millions de personnes visitent le parc chaque année, ce qui affecte les sentiers d'alimentation des animaux, les zones de repos et même l'accouplement. Yellowstone a en fait ramené un animal, le bison, grâce aux scientifiques. Lorsque le parc a été fondé, il n'y avait plus de troupeaux de bisons sur le continent, car les animaux avaient été chassés au point que leur population avait considérablement diminué. Leur aire de recherche de nourriture avait également diminué en raison des années sèches prolongées, et dans les années 1880, il ne restait plus qu'une vingtaine de bisons dans le parc. Aujourd'hui, le parc national de Yellowstone compte jusqu'à 5500 bisons qui se portent plutôt bien. En fait, de nombreuses tribus amérindiennes et l'État du Montana subventionnent des chasses limitées aux bisons près de la frontière pour en réguler le nombre. Les gardes forestiers utilisent également des pièges pour attraper les bisons à la limite nord du parc, puis ils en envoient certains à l'abattoir ou déplacent les autres vers de nouveaux endroits pour les peupler. La présence des bisons est bénéfique à Yellowstone à plusieurs égards. En broutant et en excrétant, ils alimentent un cycle de sol et de plantes riches en nutriments. Lorsque les bisons broutent la cime des arbres, ils favorisent la croissance de nouvelles plantes, ce qui permet de reproduire davantage d'aliments productifs dont dépendent les bisons et les autres herbivores. De cette façon, le bison façonne l'écologie de Yellowstone. Le parc national de Yellowstone abrite certains des geysers et des sources chaudes les plus spectaculaires de la planète, mais il cache en son sein l'un des volcans les plus dangereux au monde. L'énorme point chaud de Yellowstone, communément appelé supervolcan de Yellowstone, est entré en éruption au moins 10 fois au cours des 16 derniers millions d'années, modifiant irrémédiablement la topographie de l'Amérique du Nord. Son impact ne s'est toutefois pas limité à l'Amérique du Nord, puisqu'il a parfois modifié le climat de la planète, envoyant des flocons de cendres volantes aux 4 coins du monde. Selon les scientifiques, cette nouvelle découverte réécrit l'histoire des points chauds. Les éruptions les plus puissantes et apocalyptiques sont connues sous le nom de super-éruptions. Ces explosions qui secouent la Terre ont un VEI de 8 ou plus, qui évalue l'explosivité relative d'un volcan par la hauteur de sa colonne de cendres et le volume de sa lave restante. En comparaison, l'éruption du mont St. Helens en 1980 a obtenu un record de 5 sur l'échelle VEI. Toutefois, en raison de l'échelle logarithmique, une super-éruption de niveau 8 est environ 1000 fois plus explosive que cela. La deuxième éruption massive, connue sous le nom de super-éruption de Gray's Landing, s'est produite il y a 8,72 millions d'années. Cette éruption a englobé plus de 23 000 km² de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Idaho et le nord du Nevada, ce qui est en fait la plus grande éruption unique du hotspot de Yellowstone jamais identifiée. Cependant, une récente étude de la NASA révèle quelque chose d'inattendu à propos de Yellowstone. Après la publication d'un article sur le supervolcan le mois dernier, un groupe de chercheurs de la NASA a publié un rapport inédit sur le danger et sur ce qui pourrait être fait à ce sujet. J'étais membre du conseil consultatif de la NASA sur la défense planétaire, qui a étudié les moyens pour la NASA de défendre la planète contre les astéroïdes et les comètes, explique Brian Wilcox du Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA à l'Institut de technologie de Californie. Au cours de cette étude, je suis arrivé à la conclusion que la menace des supervolcans est nettement plus importante que celle des astéroïdes ou des comètes. Sur Terre, une vingtaine de supervolcans sont connus.
Et en moyenne, les grandes éruptions ont lieu une fois tous les 100 000 ans. Un hiver volcanique prolongé pourrait empêcher la civilisation de produire suffisamment d'aliments pour nourrir sa population actuelle, ce qui fait de la famine l'une des menaces les plus graves posées par une éruption. Les Nations Unies ont estimé que les stocks alimentaires mondiaux dureraient 114 jours en 2012. Lorsque les scientifiques de la NASA ont étudié le problème, ils ont découvert que le refroidissement d'un supervolcan était la solution la plus logique. Un volcan de Yellowstone est essentiellement un énorme générateur de chaleur qui peut alimenter 6 centrales électriques industrielles. Actuellement, le Yellowstone libère 60 à 70% de la chaleur qui monte dans l'atmosphère par des fissures dans la chambre magmatique. Le magma restant se dépose, ce qui lui permet de dissoudre d'autres gaz volatiles et minéraux. Lorsque les températures atteignent un certain seuil, une éruption explosive est inévitable. Si l'on pouvait extraire davantage de chaleur du supervolcan, celui-ci n'exploserait jamais. Selon la NASA, augmenter de 35% le transport de chaleur depuis la chambre magmatique de Yellowstone rendrait le parc sûr. La seule question qui reste, c'est de savoir comment. L'une des possibilités consiste simplement à ajouter de l'eau au supervolcan. En revanche, il serait presque certainement impossible de convaincre les législateurs de soutenir une telle entreprise. La NASA, en revanche, a conçu une toute nouvelle stratégie. Elle pense que creuser jusqu'à 10 km à l'intérieur du supervolcan et pomper de l'eau à haute pression vers le bas serait l'option la plus viable. L'eau en circulation reviendrait à environ 350 degrés Celsius, 662 degrés Fahrenheit, évacuant progressivement la chaleur du volcan jour après jour. Alors qu'un tel projet coûterait environ 3,46 milliards de dollars, 2,69 milliards de livres sterling, il existe une offre alléchante qui pourrait convaincre les législateurs de s'engager. Wilcox estime que Yellowstone émet actuellement environ 6 gigawatts de chaleur. En procédant à un tel forage, on pourrait l'utiliser pour créer une centrale géothermique qui produit de l'énergie électrique à des prix extrêmement compétitifs d'environ 0,10 $ le kilowatt. Il faudrait inciter les entreprises géothermiques à forer un peu plus profondément et à utiliser de l'eau plus chaude qu'elles ne le feraient habituellement. Mais vous rembourseriez votre investissement initial et obtiendrez de l'électricité qui pourrait alimenter la zone environnante pendant une période pouvant atteindre des dizaines de milliers d'années. Et l'avantage à long terme est que vous empêchez une future éruption de supervolcan qui dévasterait l'humanité. En parlant d'éruptions et d'autres perturbations, si vous prévoyez de vous rendre à Yellowstone pour admirer la splendeur du vieux fidèle avant qu'il ne s'assèche, n'oubliez pas de vous préparer à des tremblements de terre, en fait, beaucoup de tremblements de terre. En effet, le parc national de Yellowstone subit quotidiennement de nombreux tremblements de terre. Cela ne devrait pas vous surprendre car la région de Yellowstone est connue pour sa forte activité sismique. Mais quelle est la fréquence des tremblements de terre dans le parc? Sur le long terme, Yellowstone enregistre entre 1500 et 2000 séismes par an en moyenne. Pour mieux comprendre cette moyenne, examinons les données de la dernière décennie, de 2010 à 2019. Au cours de ces 3652 jours, les stations sismographiques USS de l'Université de l'Utah ont localisé 17 243 séismes dans la région de Yellowstone. Cela donne un nombre quotidien moyen de séismes de 4,7, soit 1 toutes les 5,1 heures. Cependant, comme environ la moitié de ces événements se produisent en essaim, ils ne sont pas repartis uniformément dans le temps. En comparaison, l'USS a enregistré 14 080 tremblements de terre dans la région de l'Utah au cours de la dernière décennie, soit une moyenne de 3,9 tremblements de terre par jour, ou 1 toutes les 6,2 heures. Cependant, les scientifiques ne localisent même pas tous les tremblements de terre qui se produisent à Yellowstone, ou ailleurs d'ailleurs. La capacité du réseau sismique à enregistrer et à localiser un système est directement liée au nombre et à la répartition des sismomètres dans la région. L'énergie sismique se propage dans toutes les directions, mais cette énergie diminue à mesure qu'elle s'éloigne de la source. Pour déterminer le lieu et l'heure d'origine d'un séisme, il faut qu'au moins 4 stations l'enregistrent. Par conséquent, si vous ne disposez pas d'un réseau sismique dense, il est difficile d'enregistrer et de localiser les très petits tremblements de terre car vous ne pouvez pas enregistrer correctement les petits tremblements de terre sur un nombre suffisant de stations. L'énergie de ces petits tremblements de terre se dissipe beaucoup trop rapidement pour être enregistrée par le réseau sismique. Le plus grand tremblement de terre de ces dernières années a été d'une magnitude de 4,8 en mars 2014 près du bassin de Norris Geyser, qui a été largement ressenti dans toute la région. Maintenant, quelque chose se passe avec le Old Faithful et les choses ne semblent pas bonnes pour ce point de repère. Le Old Faithful, l'une des attractions les plus populaires de Yellowstone, n'est pas aussi fidèle et il pourrait s'arrêter complètement.
Le Old Faithful ralentit, déplore Rick Hutchison, qui étudie la principale attraction du parc depuis 1970. Il ajoute « Un jour, il pourrait bien s'arrêter définitivement. En 1970, lorsque je suis arrivé ici, l'intervalle moyen était de 66 minutes, a déclaré M. Hutchison dans les années 1990. Aujourd'hui, il est de 70 minutes. Dans les années 70, c'était plus régulier. Nos prévisions avaient une marge de plus ou moins 5 minutes. Aujourd'hui, elle est de plus ou moins 10 minutes. L'intervalle s'est aujourd'hui considérablement allongé. La réputation de régularité du geyser remonte à au moins 150 ans, lorsqu'il a été baptisé Old Faithful par les membres d'une expédition dirigée par Henry Washburn, géomètre général du Montana, et Nathanael Langford, homme politique et homme d'affaires du Montana. On l'appelait le gardien de la vallée, a écrit le géologue Ferdinand Hayden, qui a mené une expédition scientifique en 1871. Il est si régulier dans ses opérations et il se produit si fréquemment qu'il offre des possibilités d'observation inhabituelles. De nombreux visiteurs d'Old Faithful ne sont peut-être pas conscients du mélange précis de chaleur et d'eau nécessaire pour que le geyser éjecte régulièrement une fontaine d'eau chaude et de vapeur de sa plomberie souterraine sophistiquée. Alors, quel est exactement le problème d'Old Faithful? Le geyser s'était assoupi il y a des centaines d'années, probablement parce que la partie haut de l'équation était déréglée. Les geysers ont cessé d'entrer en éruption vers la fin de l'anomalie climatique dite médiévale, au cours de laquelle de nombreuses régions du monde ont connu de longues périodes de temps chaud et sec. C'est l'époque où nous avons des choses comme le raisin qui pousse dans le nord de l'Angleterre et une perte de la glace de mer qui a permis aux gens de découvrir le Groenland, a déclaré Cathy Whitelock, paléoclimatologue à l'Université d'État du Montana à Bozeman. Nous savons qu'à Yellowstone, il faisait à la fois plus chaud et plus sec. La limite supérieure des arbres était plus haute sur les pentes. Il y a des preuves de plus d'incendies pendant cette période. Elle a également mentionné que les sécheresses catastrophiques dans la région ont duré des décennies. Les chercheurs ont également découvert que les modifications du sol provoquées par les tremblements de terre peuvent influencer les intervalles d'éruption des geysers. C'est très probablement l'une des raisons pour lesquelles Old Faithful entre actuellement en éruption toutes les 94 minutes, entre 60 à 65 minutes dans les années 1950. Toutefois, comme il n'y a aucune indication d'une activité sismique majeure pendant la phase de dormance d'Old Faithful, les géologues ont décidé que cet écart était très probablement dû au climat sec. Les sécheresses sont de retour dans la région de Yellowstone, cette fois-ci très probablement déclenchées par le réchauffement climatique dû à l'homme. Un groupe de scientifiques a publié un rapport en 2008 démontrant que les années de moindre précipitation vers la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont probablement ajouté une minute ou deux au cycle d'éruption d'Old Faithful. Si le temps continue à être sec, le geyser pourrait s'arrêter totalement. Avons-nous mentionné que Yellowstone est à nouveau en éruption? Bien qu'elle soit inquiétante, la révélation devient encore plus terrifiante lorsque vous descendez sous terre dans le parc national de Yellowstone. Un énorme réservoir de magma se trouve sous vos pieds et contient des roches éponges chauffées et des roches fondues qui éclipsent une chambre magmatique précédemment connue. Les recherches ont montré que la chambre contient suffisamment de magma brûlant pour remplir 11 fois le Grand Canyon. La caverne a été découverte par des scientifiques alors qu'ils exploraient le système de plomberie souterrain sous le supervolcan. Sen-Hua Hyung, auteur de la recherche et sismologue à l'université de l'Utah, a déclaré que les scientifiques ont observé pour la première fois le système de plomberie volcanique continue sous Yellowstone. Ce système contient la chambre magmatique de la croûte supérieure, déjà découverte, ainsi qu'un réservoir magmatique de la croûte inférieure, jusqu'alors inconnu, qui relie la chambre supérieure au panache du point chaud de Yellowstone. Cette découverte est décrite par le géophysicien Peter Cervelli comme le chaînon manquant entre le panache et la chambre magmatique. Si une éruption se produisait, la vaste chambre magmatique amplifierait l'explosion, causant davantage de destruction et atteignant des régions plus éloignées de la planète. Toutefois, les scientifiques estiment que la question n'est pas de savoir si un autre supervolcan entrera en éruption, mais quand. Il n'y a aucun moyen de se préparer à l'éruption d'un supervolcan. Ils sont tellement énormes qu'aucune technologie connue ne peut les contenir. Laissez vos pensées et vos opinions sur le fait que vous aimeriez ou non visiter le parc national de Yellowstone ci-dessous.